Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans l'art de la conversation de Rosalie Maggio. C'est un guide vraiment fascinant pour transformer chaque interaction en un petit succès. Prêt à découvrir les secrets d'une conversation réussie? Allons-y. Ah, ce fameux silence un peu gênant, cette recherche effrénée du mot juste. Qui n'a jamais connu ça? C'est un sentiment quasi universel, mais la bonne nouvelle, c'est qu'il existe des clés pour s'en sortir. Et la toute première étape, c'est de comprendre qu'en fait tout ça, ça s'apprend. C'est là que ce livre nous révèle une idée à la fois simple et très puissante. L'art de la conversation, ce n'est pas un don inné, c'est une compétence. Et comme n'importe quelle compétence, elle se travaille, elle se perfectionne. Il faut imaginer la conversation un peu comme un sport. Personne ne devient un athlète du jour au lendemain, n'est-ce pas? Tout commence par l'état d'esprit. Non, ce n'est pas de la magie, c'est une question de comprendre et d'appliquer des principes de base. Des principes qui vont renforcer la confiance en soi, et donc par ricochet, la communication. C'est ce changement de regard qui est la vraie clé du succès. Avant même de prononcer un seul mot, en fait, tout se joue à l'intérieur. Cette section explore justement les fondations de la confiance, cet état d'esprit sur lequel tout le reste va reposer. Alors comment on la construit cette fameuse confiance? Bon, voilà les 3 piliers essentiels. D'abord, la perception de soi. Si on se voit comme quelqu'un qui a des choses intéressantes à dire, il y a de fortes chances que les autres le ressentent aussi. Ensuite, l'état émotionnel. C'est incroyable à quel point c'est contagieux. Et enfin, les attentes. Si on part en se disant que ça va mal se passer, on augmente drôlement le risque que ça arrive. Ces 3 éléments sont complètement liés, ils s'alimentent les uns les autres. Cette citation de Judith Martin, elle est percutante. Elle nous dit que dans nos interactions, la perception, c'est souvent la réalité. Projeter une image de confiance, même si au début on n'est pas à 100%, ça peut créer un cercle vertueux. C'est un peu le principe du « fake it till you make it », mais appliqué à la conversation. Mais la confiance, ça ne se passe pas que dans la tête, loin de là. Notre corps a aussi son mot à dire, et souvent, il parle bien plus fort que nos paroles. Notre corps, c'est un peu comme un panneau publicitaire permanent. Il envoie constamment des messages, il faut juste s'assurer qu'il envoie les bons. Il suffit de regarder la différence. D'un côté, on a une posture ouverte qui invite à la discussion, de l'autre, une posture complètement fermée qui crie le manque d'assurance ou même le désintérêt. C'est un ajustement tout simple, mais l'impact sur la façon dont les autres nous perçoivent est immédiat. Lequel de ces 2 personnages inspire le plus confiance? La réponse est évidente, non? Ah, voilà une liste de véritables parasites de la confiance. Ces petits gestes, qu'on fait souvent sans même s'en rendre compte, trahissent notre nervosité. Le simple fait d'en prendre conscience, c'est déjà la première étape et la plus cruciale pour arriver à les maîtriser et à projeter une image plus sereine. Mettre les mains dans les poches, par exemple, ça peut sembler anodin, mais ça peut être perçu comme un signe de fermeture, un peu comme si on cachait quelque chose, alors qu'en gardant les mains visibles et en adoptant une posture stable, on dégage beaucoup plus d'assurance. L'idée, c'est de montrer qu'on est ouvert, qu'on est pleinement là, dans l'interaction. Qui n'a jamais eu ce petit moment d'hésitation au moment de présenter 2 personnes? Maintenant qu'on a parlé de confiance et de langage corporel, passons à du très concret. Le livre donne des règles limpides pour gérer ce moment, qui peut être délicat, avec beaucoup plus d'aisance. Alors la voilà, la fameuse règle d'or. On présente toujours la personne de statut, disons, inférieur à celle de statut supérieur. Mais attention, le mot statut ici ne veut pas dire que l'un est plus important que l'autre, c'est plutôt une question de respect, de convention, qui est liée à l'âge, à la hiérarchie ou juste au contexte. En fait, le nom de la personne à qui l'on veut montrer du respect est celui qu'on prononce en premier. C'est tout simple. Ce tableau, il résume tout parfaitement. Le statut, ça peut donc être lié à l'âge, à la position dans l'entreprise ou même au rôle qu'on a dans un événement. Par exemple, on présente une personne jeune à une personne plus âgée, ou alors un collègue à un client, parce que dans ce contexte précis, c'est le client qui a la priorité. Il faut voir ça comme une forme de politesse. On donne la priorité à la personne qu'on souhaite honorer. Voilà une application parfaite. En disant « Maman, je te présente Jack », on met sa mère en avant. On l'honore en prononçant son titre en premier. C'est simple, c'est respectueux et ça met tout le monde à l'aise. C'est le genre de petits détails qui changent tout. Dans un cadre plus professionnel, cette formule est idéale. On s'adresse d'abord à la personne de plus haut statut, ou celle qu'on connaît moins, et ensuite on fait la présentation. C'est fluide, c'est pro, et ça évite toute forme de maladresse. Encore un excellent exemple. Ici, on s'adresse à Franck pour lui présenter Erin. L'avantage de cette formulation, c'est qu'elle permet d'ajouter tout de suite une petite info, un contexte, comme sa fonction. C'est parfait pour lancer la conversation juste après. Au final, toute cette théorie n'a de valeur que si elle est mise en pratique. Ces outils, ils sont faits pour être utilisés. La vraie question, ce n'est pas « est-ce que c'est possible ?», mais plutôt « quand est-ce qu'on s'y met ?» Chaque nouvelle conversation est une opportunité. Alors, pourquoi pas la prochaine ?